Do- Donc, les temps changent. On enchaîne avec Sébastien. Pendant que Sébastien s'en vient, Proaction, c'est devenu un incontournable, même essentiel, puis c'est très trippant de parler de ça. On entend souvent des remarques qui demandent aux producteurs de lait du Québec de rendre Proaction plus visible, de le valoriser davantage. On est bien conscient de ce besoin, et même s'il y a de bonnes choses de fait, on en fera de plus en plus avec les volets qui s'ajoutent et la conformité grandissante. Mais comme individu, qu'est-ce qu'on fait? Comme délégué, comme administrateur de plan conjoint, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus comme producteur sur une base individuelle? On va vous faire un bilan d'avancement. Après ça, il va y avoir un atelier qui va probablement être écourté. Merci. Sébastien. Pas évident de passer après un orateur aguerri comme M. Coallier pour parler de Proaction. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif de la présentation, dans le fond, cet avant-midi est tout simple. En fait, il y a deux objectifs. C'est, comme à l'habitude, faire rapport de l'avancement de la mise en œuvre du programme. Donc, on va faire ça brièvement au courant de la présentation, mais aussi, ça se veut là, une brève entrée en matière pour votre période de discussion là, que vous devez avoir là, après là, concernant le programme Proaction. Là, il faut que j'utilise la petite manette. OK. Donc, plan de la présentation, premièrement, donc, on se disait que vu que c'est un entrée en matière pour vos discussions, on se disait peut-être d'abord un petit rappel des grandes lignes du programme et de sa gouvernance. Ensuite, un état d'avancement de la mise en œuvre des principaux dossiers à suivre pour 2019. Et puis, on va conclure avec quelques propositions de constat au regard des normes américaines. Il y a eu un document qui a été préparé par Florence Bouchard-Santerre, qui est dans l'équipe de Geneviève, qui a été présenté au dernier conseil d'administration. Je pense même que ça a dû circuler dans les régions. Une espèce de premier exercice pour essayer de voir comment que nos normes se comparent à celles des États-Unis. Fait que juste comme à titre d'entrée en matière pour vos discussions durant la présentation, à la toute fin, dans le fond, on va faire un rappel rapide des constats qui ressortent du travail que Florence a fait. Donc, un petit rappel des principes directeurs de Proaction. Si vous regardez les documents officiels, il y en a à peu près une quinzaine de principes directeurs. Là, moi, j'ai synthétisé ça en trois principes essentiels, je vous dirais. Là. Donc, d'abord, Proaction se veut un programme conçu par et pour les producteurs. Vous allez le voir tantôt quand je vais vous parler de la gouvernance du programme. Ça se reflète dans la gouvernance. Les producteurs sont présents partout au niveau de la gouvernance pour le développement du programme. L'autre principe directeur, c'est qu'on veut que ce programme-là soit obligatoire pour toutes les fermes canadiennes, donc, comme Madame le disait tantôt, coast to coast. Et puis également, Proaction se veut un programme qui doit être développé selon une démarche transparente et reconnue. Donc, on sous-entend par là, on veut un programme qui est sérieux, puis on veut un programme qui est crédible aux yeux des gouvernements, aux yeux de l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on s'associe avec des experts, des intervenants du milieu. On prévoit des audits indépendants dans le cadre du programme. Donc, voici pour les principes directeurs de Proaction. Les objectifs généraux, bien, ça rejoint beaucoup ce qui a été discuté hier puis avant-midi, je pense. Donc, il y en a deux essentiellement objectifs associés au programme. Le premier, c'est de positionner le lait canadien auprès des consommateurs comme l'un des meilleurs au monde, répondant aux plus hautes normes connues. L'autre objectif, qui n'est pas négligeable non plus, peut-être qui ne fait pas en ce moment l'unanimité, je dirais peut-être auprès de tous les producteurs du Canada, mais quand même, il faut le reconnaître, c'est que le programme vise à permettre aux producteurs d'améliorer leurs pratiques à la ferme et ainsi en retirer des bénéfices pour leur entreprise. Donc, concrètement, Proaction, c'est quoi? Ça, je ne vous apprendrai pas grand-chose. C'est un programme d'assurance de la qualité à la ferme qui regroupe 6 volets: qualité, salubrité, bien-être, traçabilité, biosécurité, environnement. C'est un programme qui est fondé sur le principe de l'amélioration continue. Ça, on l'entend souvent, c'est un programme qui est fondé sur ce principe-là. C'est quoi ça, l'amélioration continue, dans le fond, concrètement? Bien, selon mes petites recherches, l'amélioration continue, c'est un concept qui met l'accent sur les petits pas
progressifs, continuels, plutôt que des pas de géant ponctuels. Donc, il y a derrière Proaction cette idée d'amélioration continue, un peu comme M. Coallier venait de le mentionner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il faut que les producteurs aient en tête qu'avec Proaction, on s'est engagé dans un processus comme ça, progressif par contre, petit pas par petit pas. Au niveau de la gouvernance, aussi, c'est un autre rappel. Je pense que pour les fins de vos discussions, c'était quand même intéressant de faire un certain rappel. Peut-être qu'il y en a qui sont moins au courant comment que ça fonctionne concrètement, la gouvernance du programme. Donc, chaque volet a été développé par des groupes de travail ou sont à être développés par des groupes de travail. Chaque groupe de travail sont composés de producteurs, de scientifiques, de vétérinaires, de spécialistes de l'industrie. Chaque groupe de travail sont présidés est présidé par un producteur. Donc, à titre d'exemple, le groupe de travail sur le bien-être animal est actuellement présidé, si je ne me trompe pas, par Daniel Gobain, votre premier vice-président. Les travaux des groupes de travail sont faits sous la gouverne d'un comité national Proaction DPLC, sur lequel siègent des représentants de toutes les organisations de producteurs du Canada, de toutes les provinces du Canada. Pour le Québec, c'est M. Richard Bouchard, votre collègue de Charlevoix, qui vous représente fièrement sur ce comité-là. D'ailleurs, il y avait une réunion du comité. C'est un comité qui se réunit régulièrement durant l'année, puis au moins une fois en personne à toutes les années. La réunion cette année avait lieu la semaine passée là, à Ottawa, où justement les représentants de chaque province se retrouvent avec le staff également. Les orientations, les recommandations, les décisions qui sont choisies par le comité national sont approuvées par la suite par le conseil d'administration des PLC ou par l'AGA au besoin. Et par la suite, comme vous le savez, c'est mis en œuvre par chacune des provinces là, au niveau des offices de producteurs de chacune des provinces. Au Québec, le conseil d'administration a jugé pertinent, quand Proaction a démarré, de se doter d'un comité Proaction. Donc, c'est essentiellement le mandat de votre comité québécois Proaction, c'est vraiment de suivre de près les travaux qui sont menés au niveau national. Donc, analyser ce qui est étudié, faire des recommandations sur les normes, les processus, les échéanciers qui sont discutés, faire des recommandations, dans le fond, à votre conseil d'administration pour qu'après ça, vos représentants, quand ils vont au national, aient une position là, qui représente bien vos intérêts. Votre comité Proaction au Québec est composé de 6 membres du conseil d'administration, donc près de la moitié du CA sont présents dans ce comité-là. C'est encore une fois Richard Bouchard qui préside le comité, mais il y a également M. Yvon Boucher de Montérégie-Est, M. Bruno Cyr de Chaudière-Appalaches-Sud, Gabriel Rancourt d'Abitibi, Témiscamingue, Marcel Blais de l'Estrie et également Peter Strebel de Montérégie-Ouest qui sont membres du comité, de votre comité Proaction. Évidemment, ce comité-là est assisté par des personnes ressources de ma direction, puis de la direction également de Geneviève. Puis en terminant, au niveau du portrait, disons, de la gouvernance du programme au Québec, je voulais quand même mentionner qu'au day-to-day, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent fort au niveau de l'application du programme. Au PLQ, il y a environ 3 personnes à temps plein qui travaillent pour la coordination, la gestion du programme. Il y en a une quinzaine, comme vous le savez, de chez Valacta qui vont sur vos fermes faire les validations. Il y a également des gens de chez Valacta qui offrent le service d'accompagnement pour ceux qui veulent être accompagnés dans le processus là, de certification. Puis également, on fait mention qu'il y a quand même aussi une vingtaine d'employés de Holstein Canada qui vont sur vos fermes aussi pour faire les évaluations d'indicateurs de bien-être animal. Donc, voici, on voulait quand même vous faire ce portrait-là comme entrée en matière là, pour vos discussions de tantôt. Ça met quand même en contexte. En passant, peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi c'est moi qui fais la présentation Proaction. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je suis le nouveau directeur, moins nouveau, là, mais je suis le nouveau directeur de la gestion du lait depuis le mois de juin. Et puis, toutes nos activités d'application du programme Proaction font partie des responsabilités de la direction de la gestion du lait. Alors, voilà, je voulais vous le mentionner pour ceux qui ne le savaient pas. C'est pour ça que c'est moi qui est en avant. Donc, prochaine slide, on arrive dans la mise en œuvre. Ça, c'est un graphique que vous avez, un tableau que vous avez vu les années d'avant. Regarde, ça n'a pas changé. C'est les échéances là, qui sont prévues depuis le début. Fait que tout suit son cours. À noter,
comme vous le savez probablement déjà, en septembre prochain, c'est le volet biosécurité qui entre en vigueur. Et puis le volet environnement qui est prévu pour septembre 2021. Vous savez que je vais le passer rapidement. C'est un tableau que vous avez vu également les années précédentes qui a été mis à jour. Mais dans le fond, ce que ça l'indique, c'est qu'on est en vitesse de croisière pour les volets qualité, salubrité, bien-être, traçabilité. Biosécurité, il reste le matériel de validation à rédiger. Par contre, le matériel pour les producteurs est complété et mis en ligne. Et puis, même chose, environnement, il y a encore du travail à compléter d'ici l'entrée en vigueur. Si on passe au travers de la petite checklist de la mise en œuvre, donc bien-être animal, traçabilité, qu'est-ce qui a été fait au cours de la dernière année? Bien, comme je vous le disais, c'est à partir de septembre 2017, entrée en vigueur des volets bien-être animal, traçabilité. Environ, à ce jour, 53% des fermes qui ont été validées pour ces volets-là. En termes d'heures de validation, on évalue entre 2 et 2 heures et demie en moyenne la vitesse, le temps requis pour faire la validation à la ferme. Pas de grands écarts importants, somme toute, par rapport à ce qu'on avait anticipé pour ce volet-là. Autre fait à mentionner au cours de la dernière année, il y a eu la signature d'une nouvelle entente. Aïe, il me reste juste 5 minutes. C'est bon. Pas sûr, moi être capable. D'accélérer, OK. Donc, signature de la nouvelle entente avec Holstein Canada pour l'évaluation des animaux qui a été complétée au courant de l'été. La deuxième ronde, comme on le voit, d'évaluation des animaux va être effectuée au courant de 2019. Biosécurité, les formations producteurs vétérinaires complétées, ce qui reste à faire, formation agent de validation, élaboration du matériel de validation, comme on l'a vu. Environnement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. 2021 est la date d'entrée en vigueur. Pour le moment, seulement l'exigence d'un plan d'accompagnement environnemental. Pour 2019, dossier à surveiller, mise en œuvre du système tracé laitier. C'est le système national de traçabilité au niveau laitier. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Vous allez continuer à faire vos déclarations à la TQ, mais ce projet-là va faire en sorte qu'il va y avoir une banque nationale de toutes les données de traçabilité de tous les producteurs de lait canadiens. Entrée en vigueur du volet biosécurité, je vous l'ai mentionné. Réflexion en cours sur la deuxième phase du volet environnement. C'est un sujet chaud au niveau national. Des provinces qui n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux au niveau environnemental. Pas évident les discussions à prévoir pour la deuxième phase du volet environnemental, donc un dossier à suivre. Discussion en vue d'obtenir un appui de l'ATLC au programme. On a vu les transformateurs ce matin, ils voient d'un bon œil le programme, mais les PLC aimeraient que les transformateurs donnent un appui plus ferme au programme. Donc, il y a des discussions qui sont en cours actuellement en vue d'obtenir cet appui-là. Et finalement, à mentionner aussi en 2019, c'est la révision du Code de bonne pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, qui est à la base du volet bien-être animal du programme Proaction. Ce code-là, moi, de ce que je comprends, normalement, il faut que ça soit révisé à peu près aux 10 ans. Bien, ce code-là, la dernière révision date de 2009, donc un dossier à suivre en 2019. J'arrive aux normes américaines. Je ne sais pas si je vais réussir à rentrer dans mon temps. Donc, je vais finir ma présentation. OK. Donc, dans le fond, comme je vous le disais, je n'ai pas réinventé la roue. Ce n'est pas moi l'expert là-dedans de toute façon. J'ai tout simplement repris les constats qui sortent du document, qui apparaissent dans le document que Florence a préparé au niveau de la comparaison des normes canadiennes, québécoises, Proaction aux normes américaines. Donc, d'abord, au niveau du bien-être animal, premier constat qui ressort du document, c'est qu'aux États-Unis, il y a le programme FARM. Le programme FARM, il y a des critères qui s'apparentent à ceux de Proaction qui sont en lien avec le bien-être animal. C'est 98 de la production laitière américaine qui est certifiée par le programme par l'entremise d'un processus d'évaluation qui inclut des plans d'action correctifs obligatoires lorsqu'une problématique est décelée. Il y a aussi une validation par une tierce partie neutre de l'analyse réalisée par l'évaluateur accrédité. Cette validation-là est effectuée annuellement sur un échantillon aléatoire de ferme. Donc, un programme FARM, il y a des similitudes au niveau du bien-être animal avec notre programme Proaction. Autre constat par rapport aux vérifications que Florence a effectuées au niveau du bien-être animal, les normes de logement des animaux, du transport des animaux et celles en lien avec l'usage des médicaments sont plus sévères au Québec que celles évaluées dans l'État de New York. Ils ont utilisé l'État de New York comme État un peu de référence puisque
la réglementation a tendance à être un petit peu plus accentuée dans cet État-là qu'ailleurs aux États-Unis. Donc, ces constats-là également au niveau des normes de bien-être. Par rapport à la somatotropine, les données recueillies nous permettent de constater qu'environ 15 du lait de consommation américain proviendrait de vaches traitées à la somatotropine. Enfin, bien-être animal, on voit quand même que nos normes québécoises, canadiennes peuvent quand même se comparer avantageusement à celles américaines, malgré qu'il y a quand même l'existence de normes. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout non plus. Il y a le programme Farm également. Toutefois, il y a quand même, au-delà des normes, il y a quand même un nombre croissant de transformateurs aux États-Unis qui demandent un engagement écrit des producteurs, comme quoi ils n'utilisent pas la somatotropine. Il y a également de grandes chaînes présentes sur le marché canadien également, comme Walmart et Costco, qui ont fait le choix de sélectionner des fermes qui déclarent ne pas utiliser l'hormone de croissance pour les produits laitiers de leur marque maison. Environnement. Environnement, selon nos vérifications, notamment d'une étude qui avait été effectuée par AGECO pour le compte de certaines... Oui, c'est ça. Les normes québécoises, pas trop de surprise là-dessus, mais malgré tout, les normes québécoises sont plus strictes à de nombreux égards à celles canadiennes, donc de nos voisins des autres provinces, mais aussi sont supérieures à celles appliquées dans l'État de New York, qui, comme je vous le disais tantôt, est reconnu comme un État où la réglementation est assez contraignante. Donc, l'environnement réglementaire pour l'utilisation des pesticides, la gestion des fumiers et la fertilisation est notamment plus sévère ici. Et puis, de plus, les normes environnementales, je dirais toutefois, les normes environnementales pour la production laitière ne s'appliquent qu'aux fermes de plus de 300 vaches dans cet État. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, oui, ils ont des normes, mais le cadre applicable ne s'applique tout simplement pas lorsque vous avez une ferme de 300 vaches et moins. Pour ce au niveau de l'environnement, le programme Farm inclut un volet environnemental depuis 2017 qui n'est pas aussi répandu que celui sur les soins des animaux. L'objectif de ce volet-là du programme est d'évaluer l'empreinte carbone des fermes par un questionnaire et de suggérer des pistes d'amélioration, un peu comme l'analyse de cycle de vie, mais à l'échelle de la ferme. Il existe également des certifications privées en matière d'environnement, mais ne sont pas la norme dans l'industrie. Donc, ça fait le tour des constats qui ressortent des vérifications qui ont été faites au niveau de l'environnement. Enfin, au niveau de la qualité du lait, premier constat, c'est que l'encadrement canadien en matière de salubrité à la ferme, donc registre, qualité de l'eau, de nettoyage, etc., est plus sévère que celui en vigueur dans l'État de New York. Et puis, en ce qui concerne le compte de cellules somatiques, le lait américain, sous supervision du contrôle laitier, offre une qualité comparable ou supérieure à celle du lait québécois, mais au niveau des fermes de taille similaire à celle du Québec, il semble que le nombre de fermes où le compte de cellules somatiques est supérieur à 400 000 soit plus élevé. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ça? C'est que les normes québécoises sont équivalentes ou bien supérieures aux normes américaines sur de nombreux aspects. Donc, on n'a pas à être gêné de notre situation, on n'a pas à être gêné de répéter qu'on est exemplaire au niveau de nos pratiques, au niveau de la réglementation qui nous est applicable. Par contre, si on se dit les vraies affaires, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a aucune norme, puis on ne peut pas dire non plus que vos confrères américains ne sont pas capables de faire du bon lait. Ils sont capables de faire du bon lait aussi. La mise en marché du lait aux États-Unis permet aux transformateurs d'établir des standards supérieurs à la réglementation en place par des cahiers de charges et autres ententes. Toutefois, je le répète, on ne doit pas être gêné, une fois qu'on a regardé ces constats-là, de dire que notre situation et puis la réglementation qui nous encadre est nettement supérieure à ce qui est prévu aux États-Unis. Voilà.